Et puis un papier sur ces maires, dans la deuxième partie de cette émission, sur vous, ces maires LR qui sont tous un peu dépités, ces élus et ces députés d'ailleurs aussi. Oui, mais qui proposent, justement. On en parlera tout à l'heure. Ils sont constructifs, les maires. Et puis Luc Laventure, Outre-mer 360, eh bien, il s'agit de parler avec vous d'une première start-up en Outre-mer, avec des lauréates, des start-up qui se dirigent clairement vers ce qui concerne tout le monde aujourd'hui, l'écologie, la transition écologique. Et le jeu. Et le jeu. Ludique. Ludique, absolument. Alors on démarre avec vous tout de suite. Eh bien, c'est parfait. C'est vrai qu'avec Jérôme, Jérôme est un des promoteurs d'ailleurs de cette idée que, effectivement, les Outre-mer sont des terres d'innovation en matière de start-up. Ça vibre. La biodiversité y est énorme. Absolument. Et de plus en plus, on cherche à maintenir cette biodiversité. Et elle a même des effets sur le plan politique, puisqu'il y a eu un colloque qui s'est tenu au Sénat hier, ici. Et cette biodiversité permet à la France d'élargir son champ de compétences sur le plan interrégional dans la Caraïbe. Donc, cette biodiversité a même des conséquences politique. Il faut savoir effectivement que ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'il y a une start-up qui s'appelle Triacase, une entreprise de Guadeloupe qui fait partie des lauréats 2019 de ce que l'on appelle le label Green Touch Verte. Un label qui sélectionne des start-up prometteuses au regard de leur degré d'innovation. Triacase a donc été labellisé après 3 ans de recherche, de travail patient. C'est un jeu mobile qui permet effectivement d'aider le tri sélectif familial. Est-ce que c'est, j'allais dire la seule expérience, non, mais est-ce que c'est un peu unique cette expérience donc réalisée? Elle n'est pas unique, mais c'est vraiment une espèce de course à l'échalote. Parce que déjà monter une start-up, c'est quelque chose de risqué. Des jeunes qui n'ont pas d'argent, des jeunes qui sont obligés de faire preuve d'imagination, de faire preuve de rigueur, de lever des fonds, de faire appel à des spécialistes partout où ils se trouvent, d'agglomérer un certain nombre de cerveaux. Et ce n'est pas facile, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des pépinières et qu'effectivement, ils sont récompensés quelquefois. Dans les zones du monde où se trouvent nos territoires d'outre-mer, nos outre-mer, il y en a 13, qu'est-ce qui va se passer justement dans cette transition là, écologique, énergétique? Où ça se passe, j'allais dire le mieux, plutôt que où ça va se passer? Alors, je ne vais pas faire de jaloux, partout. C'est vrai? Partout. D'abord, au niveau de l'océan Indien, notamment au niveau... Vous voulez dire, on n'est pas du tout en retard par rapport aux autres? Ah, pas du tout. Au contraire, très en avance. Au niveau de la Réunion, par exemple, en matière de création de tout ce qui est chauffe-eau, énergie solaire, énergie éolienne, etc., la Réunion est très en avance depuis plusieurs années. Les Antilles, Guadeloupe et Martinique, effectivement, se positionnent pas mal. Au niveau de tout ce qui concerne le digital également, il y a une avance très forte de ces régions et une avance également encore beaucoup plus forte, si je puis dire, du côté de l'océan Pacifique, avec une agressivité positive, si je puis dire, au niveau de Tahiti, puisque tous les 2 ans, et même pratiquement tous les ans, il y a maintenant un colloque qui se fait sur l'économie digitale. Voilà, il est incollable. On lui pose une question, savoir ce qui se passe quelque part dans les Outre-mer. Il a réponse. Ce sont les pièges. La référence. Merci Luc Laventure. Outre-mer 360. Merci, ce papier sur votre site Outre-mer 360 sur cette première start-up des Outre-mer, une start-up verte. On va passer avec vous, Jérôme Cordelier, à Nice. Quelle belle ville, quel beau numéro d'ailleurs, une incroyable histoire, Nice. Et puis à Nice, une histoire qui est très liée à son maire, c'est un peu normal, mais spécialement là. Alors on va démarrer, il y a une photo que je trouve absolument formidable, photo culte, de Christian Estrosi, l'actuel maire de Nice, en moto. On sait que c'est un champion de moto, émérite, il a eu des résultats, je crois, en championnat de France, il a été très haut. Et alors, on le voit, derrière lui, le maire de Nice de l'époque, Jacques Médecin. Ah, vous commencez dans le dur, là, Cyril, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce numéro, on raconte toute l'histoire de Nice, et Christian Estrosi a produit un livre de 560 pages sur toute l'histoire de Nice, et j'avoue que... Alors, on connaissait évidemment Raoul Mille, Louis Nucera l'avait raconté, mais c'est vrai que c'est une photo assez on la voit derrière vous.
puisque, bon, bah, vous savez, bon, Jacques Médecin, personnage sulfureux qui a très mal terminé hein, dans le scandale. Qui a fui la France, il faut Qui le a rappeler. fui la France, mais qui a aussi compté à Nice. Qui a été secrétaire d'État au tourisme. Voilà, de Valéry secrétaire Giscard d'État au d'Estaing. tourisme, et qui a mis le pied à l'étrier en politique à un certain Christian Estrosi. Donc Christian Estrosi lui rend hommage Ouais. dans ce livre. D'ailleurs, à Nice, de il y a- manière il y a- assez dithyrambique, et- qui parle du charisme de Jacques Médecin Et à Nice, l'air médecin, ce qu'a fait Jacques Médecin, et son père avant lui, et son père, qui Parce était que maire, c'était- voilà. ça reste très présent dans l'esprit des Niçois. Ça reste La présent. génération aujourd'hui le connaît beaucoup moins, bien sûr. C'est-à-dire que dès qu'on parle de médecin et qu'on est ouh là là, le diable médecin, les Niçois tout de suite reprennent non, Jacques Médecin était un grand-maire. Et donc voilà, on remet toujours. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup. Alors, il parle assez peu de politique, il parle beaucoup de la grande histoire. Alors, l'histoire de Nice, on la connaissait par des écrivains comme Raoul Mille, Louis Nucera. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il met il raconte beaucoup d'anecdotes, aussi des souvenirs personnels. Mais l'histoire de Nice, c'est prodigieux. Moi, j'adore les histoires des villes comme ça. C'est des épopées. Et alors, quand ils sont racontés par des maires qui connaissent très bien leur terrain, c'est le cas de Christian Estrosi, ça peut être le cas de Gérard Collomb à Lyon, Alain Juppé à Bordeaux, maintenant Nicolas Florian, enfin, des gens qui connaissent bien leur territoire, André Rossino à Nancy ou Laurent Hénard. C'est passionnant parce que ce sont des villes, il y a des personnages extraordinaires. Par exemple, il y a tout un passage sur la reine Victoria à Nice Absolument. qui se balade sur la promenade des Anglais avec ses hallebardiers. Habitué Mais, du Negresco, sans doute. Voilà, c'est- L'hôtel Negresco, superbe. dans Ouais. son- dans elle est poussée dans son. Il y a dans des son photos fauteuil noir et blanc roulant. superbes, hein, des photos d'archives. Oui, alors on a superbes. fait beaucoup de recherches Ouais, j'ai vu. d'archives photos Très belle. et on trouve par exemple Le général le- de Gaulle, d'abord, Ah, le- fait sa visite officielle. voilà, à Nice. visite officielle, Ouais, venu 2 fois formidable, en ouais. 48 et en J'ai vu. 1960 sur la promenade des Anglais. Mais on apprend pas mal de choses dans, Il y avait dans ce numéro d'ailleurs, dans ce livre. sur cette photo du général de Gaulle, on va peut-être la voir, en tout cas elle est dans ce numéro spécial Nice, il y a un monde fou dans les rues, mais un monde fou. Bah, vous savez, dès que De Gaulle se déplaçait dans les années 60, il y avait quand Tout le même monde. pas Tout mal de le monde. Quoi, hein. C'était prodigieux. Fou. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi, j'ai appris moi plein de choses sur l'histoire de la promenade des Anglais. Vous savez comment a été. En fait, la promenade des Anglais au début, c'est un chemin carrossable. Et qui a eu l'idée de ça? C'est un pasteur protestant et donc, ce sont des pauvres des pauvres personnes qui ont On voit derrière vous, il n'y creusé avait la- pas grand monde. Hein. voilà. Alors ça, c'est un peu plus tard. Hein. Ouais, c'est plus C'est-à-dire que ça, c'est dans les Ouais. années 1900. Je crois que c'est Ouais. une photo de début des années 1900. Mais il y a plein de personnages qui sont passés à Nice et Nice tire son histoire de La ville a c'est été- les Ligures au début. Est-ce hein, que c'est la les ville a Ligures, été abîmée Est-ce que le foncier, par exemple, hein, cette promenade des Anglais, on a vu beaucoup d'immeubles qui datent des années 60, 50, 60, Ouais. 70. Est-ce que ça a été abîmé? Mais pas tellement parce que je trouve, alors pour y aller depuis une douzaine d'années en reportage pour le point, donc j'ai vu l'évolution de la ville et je trouve que, alors on dit beaucoup de choses sur Christian Estrosi, c'est un personnage clivant, c'est un personnage mouvant, il est cassant de temps en temps ou souriant, enfin c'est un personnage qui est pas toujours facile à saisir, mais il a transformé sa ville. Depuis 10 ans qu'il est au pouvoir, moi je l'ai vu de mes yeux vus, il a transformé la ville. Cette coulée verte magnifique qui part vers la Méditerranée et qui remonte jusqu'au pied des collines, c'est magnifique. L'éco-vallée qu'ils sont en train de construire en face de l'aéroport de Nice, hein, qui est un nouveau quartier d'affaires, avec bientôt la gare TGV, ça va modifier, ça en fait vraiment une métropole Jérôme européenne. Cordelier, bon, l'incroyable histoire de Nice dans Le Point, ce livre de Christian Estrosi, ça vient quand même au bon moment, non? À quelques mois des municipales. Ah bah, faut être Bon. clair. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre d'histoire. Mais bon, on est 1 an avant les municipales. Les jeux sont pas faits hein, à Nice. Oui. Vous voulez dire qu'Éric Ciotti, qui est Bah, député Éric des Ciotti, Alpes-Maritimes, voilà, Éric Euh, Ciotti est un est candidat en sérieux, embuscade, oui. évidemment. Les Niçois sont gâtés parce qu'ils ont 2 calibres politiques de très bon niveau. C'est pas le cas dans toutes les villes. Et Éric Ciotti Et les intentions- dira à l'automne s'il se présente aux les municipales. études, les intentions de vote ou sondages et tout, on sait Mais pour que- l'instant, ils sont au coude à coude. Donc dans les sondages. Et bon. L'un était Christian- l'assistant parlementaire de l'autre, hein, c'est ça? Voilà, donc Éric Éric Ciotti était a été l'assistant parlementaire de- l'assistant parlementaire directeur de cabinet de Christian Estrosi. Et Éric Ciotti a dit qu'à l'automne, il allait se décider. Mais bon, enfin, les résultats des européennes à Nice, comme dans l'ensemble des Alpes-Maritimes, a été très difficile, puisque
Le Front National a terminé premier, mais LR s'est effondré. On revient avec vous. Effondré tout à dans l'heure, tous les Jérôme départements. Cordelier, du Point, sur la refondation de la droite, ce que Ça rentre proposent en les maires. Votre papier sur lepoint.fr, on en parle tout à l'heure, ainsi que Luc Laventure qui reste avec nous. Tout de suite, c'est la météo des territoires. On la regarde ensemble, vous allez voir. Ça s'améliore quelquefois, pas partout en France. Hein. Regardez bien. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, on va se rendre du côté du reste du monde. Ce que vous devez retenir de l'actualité avec ce Zap Monde, ce sont les commémorations du débarquement, le 75e anniversaire en images bien sûr, et Emmanuel Macron et Donald Trump qui saluent leurs héros respectifs en Normandie. Puis on se rendra au Soudan où les manifestants réclament un changement politique. La répression a franchi un cap inédit là-bas. Enfin le Mexique, bientôt taxé par les États-Unis, c'est le vice-président américain Mike Pence qui le dit. Il estime que le Mexique n'en fait pas assez en matière de contrôle de l'immigration. On regarde tout ça, on se retrouve après, à tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Dans ce cimetière, près de 9400 tombes sont parfaitement alignées. Donald Trump parle d'alliances forgées en pleine bataille, de liens indestructibles. Emmanuel Macron loue une Amérique qui n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se bat pour la liberté des autres. Quand on écoute bien, ce n'est pas exactement la même célébration. Ainsi, Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, eh bien, il a remercié, il a dit la France sait tout ce qu'elle doit à l'Amérique pour la libération de son territoire. Il a ensuite fait l'éloge en quelque sorte du multilatéralisme qui était issu de la Seconde Guerre mondiale. Le multilatéralisme, ça veut dire les Nations Unies, ça veut dire l'OTAN, ça veut dire l'Union européenne. Et ce n'est pas vraiment ce qu'apprécie Donald Trump. C'est une vision extrêmement différente. Et là, il marque une différence par rapport au président américain. Khartoum, à quelques centaines de mètres du QG de l'armée. Ici, depuis plusieurs mois, campaient des milliers de Soudanais mobilisés pacifiquement contre le régime. Des lieux vides de toute âme humaine depuis lundi. L'intervention des forces de l'ordre a mis fin au sit-in, une dispersion brutale que les autorités tentent à présent de minimiser. En 3 jours, 61 morts selon les chiffres officiels, 108 morts au moins selon un comité de médecins proche de la contestation et plusieurs centaines de blessés. Un massacre selon l'opposition, condamné par l'ONU et par plusieurs chancelleries occidentales. L'Union africaine réagit à son tour en suspendant le Soudan de toutes ses activités. Même pour elle, aller aux États-Unis pourrait coûter plus cher dès lundi. Le long de la frontière, plus d'1 million de vaches sont exportées du sud vers le nord. Mais les nouvelles taxes imposées par Donald Trump risquent de freiner cet afflux. Des menaces que l'administration américaine entend bien pour l'instant mettre à exécution. La délégation mexicaine a mis en avant des propositions. Mais comme le président a dit, c'est loin d'être suffisant. Et il a clairement affirmé que le Mexique doit faire beaucoup plus pour en finir avec la crise de l'immigration illégale. Washington pose 3 conditions majeures. La prise en charge par le Mexique des demandeurs d'asile, un renforcement de la frontière avec le Guatemala et la lutte contre la corruption des agents aux postes frontières.